Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le PGCD et l'algorithme d'Euclide, donc la vidéo numéro 3 de ma série sur l'arithmétique. Au début je voulais faire un épisode plus long avec beaucoup de choses dedans, notamment PGCD à plusieurs éléments, PPCM, tout ça, mais c'était vraiment trop long. Alors je vais faire un 8e épisode dans la série qui sera un peu complément sur l'arithmétique, tout ce qui est pas essentiel et dont on peut se passer, tout ce qui est pas le strict essentiel, le strict nécessaire, avec PGCD à plusieurs éléments, PPCM, plein de petits trucs comme ça. Et bon là on est parti pour le PGCD et l'algorithme d'Euclide. Ça va être bien dur, plus dur que les 2 dernières vidéos, alors accrochez-vous bien. On commence avec la définition de PGCD de 2 entiers. Alors, c'est un diviseur de A et de B qui est le plus grand. Autrement dit, c'est le maximum de l'ensemble des diviseurs de A, diviseurs de B, voilà. D de A inter D de B, donc l'ensemble des entiers qui vérifient, qui divise A et qui divise B, quoi, tout simplement. Mais on prend le plus grand de tout cela et on a trouvé le PGCD de A et B. Et le PGCD existe bel et bien parce que cet ensemble-là est majoré par valeur absolue de A, par exemple. Alors, on peut le rappeler assez vite fait. Pourquoi il est majoré? Parce que tout élément qui vérifie valeur absolue de A supérieure à valeur absolue de K euh, ne divise pas A. Ça, on avait vu ça au premier épisode. On avait vu que si on divisait un élément, alors on était plus petit ou égal en valeur absolue à cet élément, et ben ça, ce n'est que la contraposée. Et ça se sent assez simplement. Par exemple, si 8 est plus grand que 6, bah 8 ne va pas diviser 6, quoi. Donc, notamment, D2A inter D de B est majoré par valeur absolue de A, valeur absolue de B. Donc, admet bien un maximum. Et non vide d'ailleurs aussi. Non vide à préciser, puisque il contient A, il contient B notamment. Il contient 1 aussi qui divise tous les entiers. Maintenant, PGCD de 0B égale valeur absolue de B si B est non nul. Alors ça, c'est assez simple à voir. Donc il faut essayer de voir qu'est-ce que ça va être l'ensemble des diviseurs de 0 inter diviseur de B. Et ben on a vu à l'épisode 1 que les diviseurs de 0 c'est tout Z. Et du coup intersecté avec Z, ça revient à ne trouver que l'ensemble en question, comme D de B est inclus dedans, l'intersection ça va être lui-même. Et les diviseurs de B, le plus grand, eh bien c'est valeur absolue de B. Et oui, parce que, encore une fois, si c'est plus grand que B, ça ne divise pas. Et en particulier, valeur absolue de B divise B, parce que valeur absolue de B, c'est plus ou moins B, donc on a bien trouvé notre plus ou moins 1 qui convient pour diviser. Ensuite, PGCD de 0, 0 n'existe pas. Et oui, parce que si on relève l'ensemble des diviseurs de 0, c'est tout Z, et Z n'admet pas de plus grand élément, donc il n'en a pas. Ensuite, PGCD de AB égale PGCD de BA, c'est assez clair par la définition, on pourrait intervertir les rôles de A et B assez simplement. Le PGCD est positif, ça c'est important. C'est pas une preuve assez évidente. Donc, si... donc supposons que PGCD AB est négatif. Alors, moins PGCD de AB divise A, moins PGCD de AB divise B. Bah oui, parce que si PGCD de AB égale K fois Q, non, si A égale K fois PGCD de AB, si B égale Q fois PGCD de AB, on a juste à mettre un moins à la relation et on trouvera bien que l'opposé divise A. Hein. Si, je sais pas moi, 20 divise 40, moins 20 divise 40 aussi. Ça, c'est assez clair, il y a juste à mettre un moins dans la relation. Donc on a trouvé un diviseur de A et de B qui est plus grand que le PGCD de AB, puisque moins PGCD de AB sera positif,
si PGCD de AB est négatif, et un élément positif est plus grand qu'un élément négatif. Or, le PGCD est censé être le plus grand diviseur commun, c'est dans le nombre plus grand commun diviseur de A et de B, et ben on en a trouvé un plus grand en, en la matière de moins PGCD de AB, donc c'est absurde. Ça, c'est assez important. Et PGCD de moins A, B, et PGCD de AB, ça c'est assez simple, ça se voit au travers de l'égalité diviseur de A égale les diviseurs de moins A. Si on relève les diviseurs de 6, il y a 1, 2, 3, 6, mais il y a aussi moins 1, moins 2, moins 3, moins 6. Et pareil, si quelque chose divise moins 6, il va diviser 6, c'est assez facile à voir. Juste à mettre un moins dans la relation comme on vient de voir là. Et ça, quand on l'intersecte avec un B quelconque, on conserve l'égalité. Du coup, si on a égalité d'ensemble, on a en particulier égalité des maximums. Enfin, une autre proposition assez importante, B divise A si et seulement si PGCD de AB égale valeur absolue de B. Par exemple, si on veut trouver PGCD de moins 20, 40, on voit assez rapidement que du coup c'est PGCD de 20, 40 par la proposition précédente. Et là, on voit assez rapidement hein, que comme 20 divise 40, bah, c'est directement 20, quoi, et ça peut pas être plus grand que 20. Ça va être un peu ça la preuve. Supposons que B divise A. Et donc on a montré que valeur absolue de B, c'est le PGCD de AB. Donc première étape, il faut montrer que ça divise A et que ça divise B. Voilà, divisant à la fois A et B. Alors, valeur absolue de B, ça divise B. Bah oui, c'est égal à plus ou moins B, donc c'est bon. Et pareil, valeur absolue de B divise A, comme B divise A. Si A égale K fois B, et bah A égale moins K fois moins B. Donc si B égale, valeur absolue de B égale B, valeur absolue de B égale moins B, bah c'est bon. De la même manière, on joue avec les moins comme tout à l'heure, c'est assez rapide. Donc on a bien montré que ça divisait A et que ça divisait B. Et maintenant, il faut montrer que c'est le plus grand élément qui vérifie cette propriété. Donc, on sait que si on a un élément en valeur absolue qui est supérieur à B, alors K ne divise pas B. Donc on a notre D de A, D de B qui est majoré par B et qui a même pour maximum valeur absolue de B. Parce qu'on a aussi B qui divise A, donc valeur absolue de B qui est inférieure à valeur absolue de A. Donc tout élément qui est strictement supérieur à B ne peut pas faire partie de cet ensemble. Donc cet ensemble est majoré par valeur absolue de B. En plus, il contient B par la propriété précédente. Donc on a bien valeur absolue de B qui est le max de cet ensemble-là. Et réciproquement, si PGCD de A, B égale B, alors en particulier, B divise A, et de la même manière, on joue avec les signes moins, et on obtient B divise A. Enfin, valeur absolue de B divise A, donc B divise A. Ça, c'était une mise en jambe assez rapide, avec des propriétés assez simples, mais assez techniques à montrer. Et maintenant, on arrive dans le dur avec l'algorithme d'Euclide. Alors, qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Ça permet de trouver le PGCD de A et B. Comment on fait? On fait la division euclidienne de A par B. Voilà, on trouve A égale BQ plus R avec la condition sur le reste, qu'on a fait dans les dernières vidéos. Si R est différent de 0, on recommence, on remplace A par B et B par R. Donc on fait la division euclidienne de B par R. Si R égale 0, on arrête. Et donc nous, ce qu'on doit prouver, c'est deux choses. Sur un algorithme comme ceci, on doit prouver qu'il termine. Est-ce qu'il y a bien un moment où R va valoir 0? Bah oui. On n'est pas sûr que ça s'arrête. Et est-ce que la dernière valeur non nulle est le PGCD de AB? Voilà, c'est ça en fait. C'est la dernière valeur non nulle qu'on va trouver du reste, ça sera le PGCD de AB et c'est ce qu'on veut montrer justement. Donc pour cela, il faut montrer que déjà, il y aura une dernière valeur non nulle, qu'à un moment R va valoir 0, et qu'en plus, cette dernière valeur non nulle est bien le PGCD de A et B.
on est parti. Et j'ai formalisé un peu tout ça pour introduire une suite de restes qui va nous être bien utile parce qu'on sait assez bien se débrouiller avec les suites, les choses comme ça. Donc j'ai posé R-1 égale A, R0 égale B, R1 égale R, Q0 égale Q. Donc en particulier R-1 égale Q0 plus R1. C'est tout simplement A égale B, Q plus R. Voilà. Et pour I strictement supérieur à 1, QI, le quotient de la division euclidienne de RI-1 par I. Et RI plus 1 égale RI moins 1 moins QRI, qui n'est que la retraduction de la division euclidienne de RI moins 1 par I. Voilà, si RI moins 1 égale QI RI plus un nouveau reste, et ben ce nouveau reste, on l'appelle RI plus 1 tout simplement. Et à ne pas oublier, on a aussi la condition du coup des restes, qui est que le reste est toujours positif et il est inférieur strictement au reste d'avant. Voilà. Donc première chose, on va montrer la terminaison. Terminaison. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire montrer qu'il existe un cas, voilà, appartenant à n, tel que R indice K est égal 0. Ça paraît évident parce que on se dit, bon, si le premier reste est non nul, bon, ok, on descend, on descend, on descend. Et on a par exemple 20, ok, strictement inférieur 18, strictement inférieur, je sais pas, 15, strictement inférieur, avec que des strictement inférieurs sur des nombres entiers, mais à un moment on est forcément obligé de tomber sur 0. Ça coule de source, quoi. Mais c'est assez dur à montrer, et quand ça paraît évident, le plus simple c'est de faire des suppositions par l'absurde. Voilà, supposons par l'absurde que pour tout entier, voilà, on suppose la négation, tout simplement. RK est différent de 0. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est une retraduction de cette inégalité stricte et un peu, je dirais, la traduction de ce qu'on pense un peu avec ces ouais, 20 inférieur 18, inférieur 19, tout ça. C'est qu'en fait, si R1 est strictement inférieur à R0, ok. Ça, c'est par la première division euclidienne qu'on a eue, A égale BQ plus R, avec notamment le R strictement inférieur à... Et d'ailleurs, on pose R0 égale non pas B. Si, on pose R0 égale B, mais oui, par contre, on vérifiera pas forcément que R0 est positif. Voilà, peut être négatif, mais ça, c'est pas forcément un problème. Parce que nous, notre PGCD qu'on veut trouver... Ouais, il faudrait peut-être préciser que si, comme on a vu tout à l'heure, hein, si B divise A, alors on a le PGCD qui est directement trouvé avec valeur absolue de B. Mais bon, on va exclure ce cas-là. Mais retourner à nos moutons, si R1 est strictement inférieur à R0, ça c'est équivalent à R1 inférieur ou égal, retraduction en inégalité large, à R0 moins 1. En gros, il ne peut pas atteindre R0, il peut atteindre juste celui d'en dessous, quand c'est des entiers. Et donc je me suis dit, bon, R2 c'est pareil. C'est-à-dire R2 inférieur à R1 moins 1. Mais R1 moins 1, si on recopie l'inégalité d'ici, et qu'on rajoute un moins 1, là on trouve R0 moins 2. Et du coup, R3 inférieur à R1, inférieur à R0, blablabla, ça nous donnerait R3 inférieur ou égal à R0 moins 3. Et du coup, le 3, il se retrouve là. Je me dis, bon, par récurrence, on arrivera facilement à trouver que RI est inférieur ou égal à R0 moins I pour tout I supérieur ou égal à 1. Grâce à cette relation de récurrence, ça ne devrait pas être très compliqué. En la retraduisant peut-être par RI plus 1 inférieur ou égal à RI moins 1, bon, ça a l'air assez facile quand même pour la passer dans cette vidéo.
Et en particulier, si on prend R indice R0, ben c'est inférieur à R0 moins R0, inférieur ou égal à 0, et d'un autre côté c'est positif, comme c'est un reste de division euclidienne. Et du coup on obtient R0 qui est nul, ce qui est absurde comme on a supposé que pour tout entier, RI était non nul, ou RK était non nul, donc il en existe bien un. Ça c'est parfait. On a bien prouvé que l'algorithme est terminé. Maintenant, on doit prouver que le dernier reste non nul, c'est bien le PGCD de A et B. Donc, on va posons RK, le dernier reste non nul, et RK plus 1 égale 0. Alors, avant ça, je vais montrer une propriété importante pour tout, qui va être essentielle quoi, à la preuve, pour tout I supérieur ou égal à moins 1, les diviseurs de RI-1 intersectés avec les diviseurs de RI sont égaux aux diviseurs de RI intersectés avec les diviseurs de RI plus 1. Ça a l'air assez farfelu comme ça, mais on va voir que ça va être très intuitif et assez naturel. On va d'ailleurs utiliser une propriété que j'ai oublié de démontrer dans l'épisode 1 sur les combinaisons linéaires de choses divisées. Donc on va notamment prendre soit D dans DRI-1 inter DRI. Donc ça veut dire que D divise RI, D divise RI-1. Et bien alors D divise toute combinaison linéaire de RI et RI-1, en particulier la combinaison linéaire qui va nous être très utile, c'est celle-ci. On va écrire par exemple RI égale KD, RI-1 égale KD' et K'D plutôt. Et on va obtenir la relation très facilement. Si on calcule RI-1 moins QI RI, on remplace par donc K'D moins QI KD et on factorise égale D fois K' moins QIK. Donc on obtient facilement, puis ça d'autre part, c'est, on va détailler après que c'est égal à RI plus 1, mais on obtient facilement que D va diviser la combinaison linéaire RI-1 moins QRI, et ça c'est, dans un cas plus général, toute combinaison linéaire de RI, RI-1, enfin de quelque chose qui est divisé par D, est aussi divisible par D. Et la preuve est juste ici. En gros, on dit que c'est divisible, donc il existe un entier tel que c'est égal à K fois D, voilà, hop. On l'écrit, on remplace et on factorise, et c'est assez vite fait. On obtient que donc D divise la combinaison linéaire comme ça. Et donc cette combinaison linéaire, elle est égale à RI plus 1, donc ça veut dire que D divise RI plus 1. Or, on a déjà le fait que D divise RI dans l'hypothèse. Donc, comme D divise RI plus 1, eh bien, il est dans l'ensemble des diviseurs de RI et RI plus 1, tout simplement. Et la réciproque va se faire exactement de la même manière. Si on divise RI et RI plus 1, on divise toute combinaison linéaire de RI et RI plus 1, en particulier cette combinaison linéaire QI plus RI plus 1. Donc, on va diviser le RI moins 1, et comme on divisait déjà RI, on divise aussi RI moins 1. Voilà, c'est assez naturel. Et là, encore une fois, on a une récurrence qui va nous être très, très utile. On va commencer à I égale moins 1. Voilà. Donc, on a diviseur de A interdiviseur de B, qui est égal à, si on reprend la notation de l'énoncé, D de R-1 inter D de R0. Voilà. Ça, on l'avait noté parce qu'on a cette relation-là, R-1 égale QR0 plus R1. On peut faire la même chose qu'est-ce qu'on a fait, quoi, avec les combinaisons linéaires. On l'a montré pour tout I supérieur ou égal à moins 1, donc c'est bon. Donc on a bien cette relation-là. Non, ça c'est la définition plutôt. Et donc on a ça égale à dr0, dr1, tac, 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 tac. Et on peut continuer comme ça. On peut continuer comme ça jusqu'à arriver à d de rk inter d de rk plus 1, avec, je rappelle, rk, le dernier diviseur non nul, le dernier reste non nul, et rk plus 1 égale 0.
On obtient d de RK inter les diviseurs de 0. Les diviseurs de 0, je rappelle, dans le premier épisode, on a vu que c'était tout Z. Donc quand on intersecte avec Z, on obtient l'ensemble en question et on obtient une égalité super intéressante qui est que les diviseurs de A intersectés les diviseurs de B sont égales aux diviseurs du dernier reste non nul. Donc on n'a plus qu'à trouver le maximum de cet ensemble, et on aura trouvé le PGCD de A et B. Et le maximum de cet ensemble, c'est quoi? Ben, c'est RK, parce qu'on a dit que cet ensemble était majoré par valeur absolue de RK, et valeur absolue de RK marché. Enfin, on sait que le maximum de cet ensemble, de toute façon, c'est valeur absolue de RK, on l'a déjà montré plusieurs fois dans le début de la vidéo. Parce que si on est supérieur à RK, on ne peut pas diviser. Et RK est est positif en tant que reste d'une division euclidienne. Donc, le maximum de cet ensemble, c'est RK. Donc, max de dA inter dB, ça va être RK. Et ça, ce n'est rien d'autre que, par définition, le PECD de A et B. Donc, on a bien montré ce qu'on voulait, que le dernier reste non nul, c'était bien le PECD de AB. Voilà, voilà. Maintenant, on va faire un petit exemple sur l'algorithme d'Euclide pour calculer le PECD de 246 et moins 153. Alors, comme on a vu tout à l'heure, calculer le PECD de 246 et moins 153, ça revient à calculer le PECD de 246 et plus 153. Donc, on va pas s'embêter, on va faire ça. Alors, une petite division euclidienne, 153 fois 2, ça va dépasser 300, donc on a besoin de les prendre qu'une fois. Et ensuite, pour arriver à 46, il faut rajouter 93. Ensuite, 153, c'est aussi, encore une fois, 93 fois 1. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'ancien diviseur et le nouveau reste, et j'ai divisé donc le diviseur par le reste. Voilà. Je fais A égale B fois Q plus R, et ben j'ai fait la division euclidienne de B par R. Voilà. Donc on a fait la division euclidienne de 153 par 93, on trouve 93 fois 1, et là plus 60. Cette fois-ci, mon ancien diviseur, hop là, je vais le passer en dividende. Mon ancien reste, je vais le passer en diviseur. Hop là, donc ça fait 60 fois 1 plus 33. On fait la division euclidienne de 60 par 33. 60 égale 33 fois 1 plus 27. Ensuite, de 33 par 27. 33 égale 27 fois 1 plus 6. Ensuite, de 27 par 6. 27 égale 6 fois 4 plus 3. Et là, on est arrivé au moment fatidique parce que on va vouloir faire la différence, donc la division euclidienne, donc du diviseur ici qui était notre ancien reste par le nouveau reste, donc c'est égal 6 égale 3 fois 2, hop, plus 0, le reste est nul, c'est-à-dire qu'on a trouvé notre PGCD qui est censé être 3, PGCD de 246 moins 143 égale 3. Et on va essayer de taper ça sur notre calculette. Et on obtient bien que le PGCD de 146 et moins 246 et moins 153, c'est 3. Donc c'est parfait. Et maintenant, on va voir une chose très intéressante que les Grecs n'avaient pas vue à l'époque, notamment Euclide qui a inventé l'algorithme, c'est qu'on peut trouver une relation linéaire entre A, B et D. C'est-à-dire qu'il existe un couple UV tel que AU plus BV égale D. Où D est le PGCD de AB, j'ai oublié de le dire. Là, je ne vais pas faire la preuve, je vais faire un cas particulier. On va voir que c'est assez explicite. Et je vais essayer de retrouver la relation de Bézout pour 246 et 153 à partir de ce que j'ai fait. Et en gros, on va voir à peu près comment faire pour retrouver cette relation de Bézout une fois qu'on a fait l'algorithme d'Euclide. En gros, le but, ça va être de faire D égale, donc PGCD de AB égale à chaque ligne. Donc là, ici, on a un 3. On va essayer de faire 3 égale à chaque ligne. Et le but, ça va être d'exprimer 3 en fonction des variables du début qui sont 246 et 153. Donc on va faire que de remplacer par les égalités d'avant. Et vous allez voir, ça va être assez naturel et assez rapide. Donc on a 3 égale ici à 27 moins 6 fois 4. OK.
Ensuite, il faut qu'on remplace notre reste d'avant 6 par son expression auparavant. Donc, on a toujours un 27 et le 6, on va le remplacer par 33 moins 27 fois 1. On va écrire directement 33 moins 27. Et justement, ce qu'il faut ne pas faire quand on remonte l'algorithme d'Euclide, c'est de simplifier. Par exemple, là, on a un 6 fois 4 et de le simplifier en 24. Parce que 24, on n'aura aucun moyen de le remplacer. Ce qu'il faut faire justement, c'est garder le 6 pour ensuite pouvoir le remplacer à la ligne suivante. Et se baser à chaque fois sur les restes qu'on va remplacer par dividende moins quotient fois diviseur. Ici, pareil, erreur à ne pas faire, calculer 33 moins 27. Là, on pourrait plus revenir en arrière parce qu'on a, enfin, justement, si on calcule 33 moins 27, on revient à la ligne d'avant et du coup, on n'a pas avancé. Là, ce qu'il faut faire, c'est regrouper les 27. 27, on l'a une fois et on l'a 4 fois. Du coup, maintenant, on l'a 5 fois et on a moins 4 fois 33. Comme ça, après avoir regroupé les 27, on va pouvoir remplacer les 27 par la ligne ici. Et là, on remonte. On est en train de remonter progressivement jusqu'à un jour remplacé par 153 et remplacé par 246. Et une erreur aussi à ne pas faire, c'est remplacer par 27 une fois arrivé à cette ligne-là, parce que si on remplace à cet endroit-là et à cet endroit-là, on va vite s'embrouiller dans les calculs. Donc vous allez voir qu'il y a deux étapes assez naturelles. C'est rassembler, donc là on rassemble les 27, et ensuite remplacer. Donc là c'est le moment de remplacer. 27 égale 60 moins 33. Et vous voyez que comme ça, on a fait apparaître un 33. Et qu'on avait déjà ici. Donc étape 2, rassembler. Maintenant, on rassemble les 33 ensemble et on en a moins 9 fois 33. Étape d'après, remplacer. Donc on va remplacer le 33 par 93 moins 60. Donc, après avoir remplacé, il faut rassembler. Cette fois-ci, on a donc le moins 9 fois 93 et on va rassembler les 60. Donc il y en a 5 fois, il y en a 9 fois, il y en a plus 14 fois. On est bientôt arrivé au bout. Il va falloir remplacer, après avoir rassemblé, le 60 par 153 moins 93. Là, après avoir donc remplacé, on rassemble. On a moins 14 fois 93, moins 9 fois 93, donc ça fait moins 23 fois 93, plus 14 fois 153. Et là, on a vu déjà qu'on a réussi à remonter au 153 qu'on veut à la fin, donc on est vraiment pas loin. Maintenant, il faut remplacer 93 par 246, c'est le dernier remplacement qu'on aura à faire, moins 153, plus 14 fois 253. Et là, le dernier rassemblement qu'on a à faire, on a juste à écrire moins 23 fois 246, on a trouvé notre U du AU, et ensuite, il va falloir faire plus 23 fois 153, plus 14 fois 153. Donc c'est égal à, si je ne me trompe pas, plus 37 fois 153. Et donc on aurait trouvé une autre relation de Bézout, ou en tout cas une relation de Bézout, on va le voir qu'elle n'est pas unique, entre 246 et 153. Et on va essayer de vérifier ça à la calculatrice. On a dit moins 23 fois 246 plus 37 fois 153. Et si on regarde, ça fait bien 3. Donc ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé et qu'on a bien trouvé une bonne relation de Bézout entre 246 et 153. Alors, remarque, ce couple n'est pas unique. Si U0, V0 convient, alors U0 moins KB, V0 plus KA pour tout cas dans Z convient. Et oui, parce que si on calcule U0 moins KB fois A plus V0 plus KA fois B, ça fait U0A plus V0B plus KAB moins KBA. Donc ça fait 0. Ça fait U0A plus V0B. Et on a dit que U0V0 convient. Donc c'est-à-dire que c'est un couple tel que U0A plus V0B égale D.
Et donc on a bien au final notre couple comme ça qui convient et qui est égal à D. Donc le couple n'est pas unique. Voilà, on joue avec des multiples de B, des multiples de A pour les simplifier. Maintenant, une caractérisation super importante sur le PGCD. On est déjà à 30 minutes de vidéo. J'avais dit que cette vidéo allait être lourde et longue, mais on a besoin de faire ça sur le PGCD. Alors, si D est le PGCD de AB, D est l'unique élément positif vérifiant D divise A, D divise B, et pour tout C, dans Z qui divise A et B, alors C divise D. C'est-à-dire que, en plus d'être le plus petit élément au sens de inférieur ou égal, c'est le plus petit élément au sens de la division. C'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui... en plus d'être le plus grand élément, c'est le plus grand élément au sens de la division. Dès qu'il y en a un qui divise, il va diviser aussi le PGCD. Alors, il y a un sens qui est assez facile, c'est soit D divisant A, D divisant B, et vérifiant cette hypothèse-là. Et pour tous ces, voilà. Alors, c'est divise. Et D positif aussi. On a donc D qui appartient à diviseur de A interdiviseur de B par la définition. Et si on prend C appartient à diviseur de A, diviseur de B, alors C divise D. Voilà, si divise A divise B, C divise D. En particulier, ce que ça veut dire, c'est que valeur absolue de C est inférieure à valeur absolue de D. Ça, on avait vu ça au premier épisode, qui est égal à D, comme D est positif. Donc, c'est-à-dire que... Et ça aussi, c'est inférieur ou égal à la valeur absolue de C. Donc, ça veut dire que on a C qui est inférieur ou égal à D. Donc, ça veut dire que pour tout élément dans ce truc-là, c'est inférieur à D. En plus, D appartient à ce truc-là. Donc, on a bien trouvé que D, c'est le max de l'ensemble. Donc, c'est bien le PGCD. Et c'est la réciproque qui va être un peu plus dure. C'est soit donc D égale PGCD de AB et montrer qu'il vérifie cette propriété-là. Donc D divise A et D divise B, c'est clair, par définition du PGCD. Mais là, on a juste que si C divise A et C divise B, nous, ce qu'on sait, c'est que C est inférieur ou égal à D. C'est en tant que plus grand élément de l'ensemble D inter A, DA inter DB. Mais il faut montrer qu'il divise. Et là, c'est a priori pas du tout évident. Et ce qu'on va utiliser, c'est justement la relation de Bézout qui est juste au-dessus. Si D divise A et D divise B, non, si C divise A et C divise B, alors C divise toute combinaison linéaire de A et B. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec les RI, les RI plus 1, tout ça, juste en factorisant, etc. Donc en particulier, C divise le AU plus BV, où U et V est un couple de Bézout qui convient. Donc C divise D d'après le théorème de Bézout. Et donc on a bien montré la proposition. Mais a priori, c'est pas du tout évident. Moi, je le vois pas du tout intuitivement, cette chose-là, malheureusement. Mais le théorème de Bézout nous garantit ça. Alors maintenant, on va essayer de voir là où cette preuve peut nous être utile. Bah, c'est sûr, justement, montrer que quelque chose est un PGCD. Ici, montrer que PGCD de K, KB, c'est valeur absolue de K fois PGCD de AB. Donc on va essayer de montrer non pas en égalité d'ensemble, inférieur, tout ça, en termes de divisibilité juste et d'éléments positifs. Donc, première étape, je vais montrer
montrons que valeur absolue de K divise PGCD de KA, KB. Pourquoi je fais ça? Parce que je vais pouvoir poser PGCD de K, KB divisé par valeur absolue de K comme un candidat d'être le PGCD de AB. En gros, au lieu de montrer cette égalité-là, je vais montrer cette égalité-là, qui est équivalente, mais il faut montrer qu'on a le droit de diviser. On a le droit de prendre cet entier-là, et enfin de montrer que c'est un entier tout simplement. Je vais faire les notations, notons PGCD de KA, KB, je vais le noter grand D, voilà. Donc montrons que K divise grand D. Donc par définition, on sait que K divise K fois A. Oui, parce que K fois A s'écrit comme K fois A, tout simplement. Et K divise K fois B. OK? Et donc, valeur absolue de K divise K fois A, on l'a vu tout à l'heure, on peut jouer avec les moins, les valeurs absolues, etc. Et donc là, on est à la situation de la proposition précédente. C'est-à-dire qu'on a un élément qui divise à la fois A, à la fois B. Ici, c'est KA et KB. La valeur absolue de K, ça divise KA, ça divise KB. Alors, par la proposition, ça divise le plus grand diviseur de A et de B, c'est-à-dire PGCD de KA, KB. Alors, PGCD de KA, KB, qui est égal à D, donc K divise D. Il existe alors un D dans Z tel que D égale D fois valeur absolue de K. En gros, sous-entendu, le K là, le D je veux dire, le D est égal à D sur K, même si on n'aime pas trop écrire les fractions quoi dans les... Donc ça va être notre candidat, PSD de K sur KB sur K, et on veut montrer que c'est égal à PSD de AB. Donc montrons que D égale PSD de AB. Et là, on va encore une fois réutiliser la caractérisation. Alors, montrons que D divise A et D divise B. D divise B. Alors, on va utiliser nos propriétés qu'on connaît sur le PGCD de KA-KB. On sait que D divise K fois A. Ok? Donc, ça veut dire que des valeurs absolues de K divisent K fois A. Ça veut dire que il existe Q dans Z tel que KA égale DK fois Q. Et donc là, en simplifiant par plus ou moins K, des choses comme ça, ben on tombe qu'en fait, A égale plus ou moins D fois Q. Et donc D divise bien A. Et on peut faire exactement la même chose, de même, D divise B. Et maintenant, on va montrer la caractérisation, c'est-à-dire soit C appartenant à Z tel que la caractérisation du PGCD, le corollaire qu'on avait juste avant. Si on prend un C qui divise A qui divise B et qu'on arrive à montrer que C divise le petit d,
et ben, on aura montré que notre petit d, c'est bien le PGCD de AB. Parce que le petit d est positif aussi. Oui, c'est l'unique élément positif qui vérifie ça, et en particulier, c'est positif parce que si lui est positif en tant que PGCD et lui est positif, alors lui forcément est positif parce que s'il était négatif, on aurait négatif fois positif, ça ferait un négatif, mais c'est un PGCD qui est positif. Voilà. Voilà, voilà. Tel que C divise A et C divise B. Montrons que C divise D, notre candidat, pour être le PGCD. Alors, donc déjà, on va retraduire l'hypothèse de départ par notamment valeur absolue de K fois C divise K fois A, et valeur absolue de K fois C divise K fois B. Ça, c'est assez naturel. C'est un peu ce qu'on vient de faire juste avant, en fait. C'est ce qu'on vient de faire juste avant. Voilà. On peut multiplier par K des deux côtés de la relation de divisibilité, et même par des valeurs absolues avec juste des plus ou moins, quoi. Et là, on va réutiliser la caractérisation du PGCD, mais pour KA et KB. Alors, par caractérisation du PGCD, on a un truc qui divise KA et KB. Alors, ce truc-là divise le plus grand diviseur commun, donc divise PGCD de KA, KB, donc qui est égal à grand D. Donc, petit valeur absolue de K divise grand D. Mais on a dit que grand D, on l'a vu tout à l'heure, on l'avait appelé valeur absolue de K fois D, ou voilà, valeur absolue de K divise grand D. Ça veut dire quoi? De la même manière qu'on peut multiplier, on peut diviser, on peut simplifier dans la relation de divisibilité. Il y a juste à l'écrire grand K, enfin K fois D égale Q fois K fois C. On simplifie les deux parce que K est non nul, voilà. Donc, C divise D. Eh bien, c'est ce qu'on voulait montrer. C'est parfait. Donc, D égale PGCD de AB. Notre D qu'on avait posé, c'était grand D sur K. Bon, on va faire ça un peu plus proprement. Donc, KD égale K PGCD de AB. Donc, notre grand D égale K PGCD de AB. Et notre grand D, c'était quoi? C'était PGCD de KAKB. C'est parfait, on a montré l'égalité, une égalité assez intéressante, ma foi, qui montrait comment utiliser la caractérisation du PGCD, parce que sinon ça aurait été très difficile à faire sans. Déjà que c'était pas facile là. Merci d'avoir regardé cet épisode assez long, et j'espère que vous allez continuer pour la suite de la série. Merci.